Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Anne Cuel, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je travaille dans le laboratoire de génétique humaine des maladies infectieuses dans l'Institut Imagine, qui est dirigé par Laurent Abel et Jean-Laurent Casanova. Bonjour, je suis Romain Lévy, je travaille comme médecin ici donc à l'hôpital Necker en immunologie pédiatrique, en hématologie pédiatrique. C'est un service où on prend en charge donc, des enfants atteints de déficit immunitaire héréditaire génétique. Un service où on pratique notamment des greffes de moelle osseuse chez certains des patients. Et par ailleurs, je travaille aussi au laboratoire, dans le même laboratoire que Anne, où j'ai effectué ma thèse de sciences et où je continue à travailler maintenant à hauteur de 50% de mon temps. Donc j'ai une activité de médecin et une activité de recherche au laboratoire. Alors, je me demandais si les équipes étaient spécialisées par grande typologie de maladies ou si vous êtes beaucoup plus transversaux, parce qu'en fait, vous accompagnez énormément de maladies rares, pas simplement les déficits immunitaires primitifs. Alors, en ce qui me concerne sur le plan médical, moi je travaille dans le service d'immunologie hématologie pédiatrique, donc c'est vrai que ma pratique est très spécialisée. Je ne vois pas par exemple d'enfants, de patients atteints de maladies génétiques qui concerneraient le système nerveux central, l'œil ou d'autres choses. Je suis vraiment polarisé sur les déficits immunitaires. Après, on est amené à nous envoyer des patients pour des maladies auto-inflammatoires, auto-immunes, qui rentrent d'ailleurs dans le spectre des défauts immunologiques. Donc c'est très spécialisé. Donc c'est vrai qu'on a ici à Imagine différents praticiens. Il y a des neurologues, il y a des généticiens médicaux qui voient des maladies plus transversales, il y a des immunologistes, etc. Donc moi c'est très polarisé sur cette prise en charge, mais je pense que l'ensemble des praticiens a également une consultation spécialisée en fait. Et ensuite, dans les labos de recherche, à nouveau, il y a des labos de recherche qui travaillent sur les déficits héréditaires primaires, donc les déficits immunitaires, mais ensuite il y a des labos de recherche qui travaillent sur le développement des os, sur le cœur, sur l'œil. Donc, et toutes ces spécialités, tous les patients qui ont des défauts génétiques qui touchent ces différents organes sont vus ici. Et les labos de recherche sont au-dessus. Et il nous arrive souvent de collaborer parce que nous avons des patients qui présentent, admettons, un syndrome développemental qui touche les os éventuellement associé à un déficit immunitaire. Donc on peut avoir des collaborations, donc ça dépend en fonction de la maladie. Il y a diverses collaborations au sein des médecins, des cliniciens et des chercheurs. Voilà. Alors, je crois, plusieurs éléments de réponse. Séquencer en soi l'exome, je vais dire, c'est surtout une question qu'il y a beaucoup de demandes et beaucoup d'exomes. On séquence énormément, donc il y a un temps incompressible. Mais je dirais que si on décide de passer un exome en priorité, si on décide de séquencer en priorité un patient, on peut avoir des données brutes, je dirais, en quelques semaines. Ensuite, il y a l'analyse. Et là, l'analyse d'un exome, et ça c'est intéressant parce que venant de l'hôpital en médecine, et je fais d'ailleurs un cours aux étudiants en médecine là-dessus, il m'arrive d'entendre parfois que on a qu'à donner l'exome, quel est le résultat de l'exome, et quand on est face à un exome, on sait que ça peut prendre parfois une demi-heure pour trouver un gène quand c'est évident, quand on trouve quelque chose qui est en général déjà connu, et ça peut prendre par contre 10 ans pour identifier un autre gène qui expliquera la maladie d'un patient. Donc l'analyse de l'exome, on ne peut pas prédire si on va en sortir quelque chose très vite ou dans finalement plusieurs années, parce qu'on a des connaissances accumulées, parce qu'on comprend mieux certains phénotypes de patients. Avoir les données brutes, c'est relativement rapide, oui, c'est quelques semaines. L'analyse, elle est très variable. Et par ailleurs, les données brutes, préalablement, il y a tout un processus une fois que nous recevons les données brutes, il y a tout un processus pour les nettoyer, entre guillemets, et pour être sûr que Donc il y a une séquence de référence et donc il faut ensuite, il y a
un tas d'algorithmes, etc. pour dire, bon, mais voilà, pour aligner nos séquences et pour dire, voilà, une fois qu'on a ces données, ça, voilà, entre le moment où on envoie l'ADN, qui est extrêmement urgent, et le moment où nous recevons les données, pour l'analyser, c'est à peu près, oui, 2-3 semaines. Je voudrais demander comment vous initiez un projet de recherche. Est-ce que ça vient d'hypothèses que vous avez? Est-ce que ça vient de la clinique? Est-ce que ça vient... Enfin voilà, comment ça démarre un projet de recherche? Un projet de recherche, ça démarre d'abord par un laboratoire qui a une idée, un concept, et donc cette idée-là, cette théorie génétique des maladies infectieuses, ça fait 25 ans qu'elle a été formulée, et elle démarre de l'observation des patients. Elle commence par l'observation des patients, elle commence par l'observation de ce qu'on appelle des phénotypes, qui sont particuliers, et ensuite une question est posée, une hypothèse est posée, et à partir de là, il faut démontrer l'hypothèse, et quand on la démontre chez un patient, puis un deuxième, etc., se construit une théorie plus globale. Nous travaillons exclusivement que sur des patients, uniquement des patients, voilà. Donc, que nous recrutons sur un phénotype particulier, voilà. Oui, je préfère prendre la parole parce que je voulais revenir sur la fragilité génétique face aux maladies infectieuses. Et je prends la parole parce que je voudrais remercier le laboratoire Imagine. Donc, on a contribué dans le cadre de l'incontinentia pigmenti. On a mobilisé les familles pour participer à l'étude. Et donc, qui a été bien organisée par Paul Bastard, bien gérée. Et donc, effectivement, ça a conduit à montrer cette fragilité de cette maladie, donc des porteurs de cette maladie, donc qui génère des auto-anticorps aux interférons de type 1, qui est la première ligne de défense contre les maladies infectieuses. Et donc, je prends la parole parce que je voudrais vous remercier pour le travail que vous avez fait, et donc qui a permis d'identifier dans le cadre de l'incontinentia pigmenti cette fragilité, et puis donc de lister les porteuses essentiellement de l'incontinentia pigmenti dans la liste des catégories prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19. C'est à nous aussi de remercier évidemment tous les patients qui participent à ces études, les associations. Vraiment, encore une fois, nous essayons de comprendre les maladies, mais au départ, chaque remerciement est toujours pour les patients, les familles, les associations qui participent à ces études, sans lesquelles, bien évidemment, on ne pourrait rien faire. Donc c'est réciproque, voilà, réciproque.